Nous allons parler des approches et pratiques chez nos homologues européens. J'invite Bernadette Grosieux, Hayden Hammersley, Nadia Haddad, Cédric Routier à monter sur le plateau. Bernadette Grosieux, trésorière de l'EASPD, l'Association européenne des prestataires de services pour les personnes en situation de handicap, qui représente donc les organismes gestionnaires. Hayden Hammersley est chargé des politiques sociales au Forum européen des personnes handicapées, donc, qui travaille sur les politiques de cohésion européenne et les fonds structurels. Nadia Haddad est membre du comité de gestion du réseau ENIL et membre de l'agence d'Environmental Rights Agency à Vienne. Elle fait partie du conseil consultatif. Et Cédric Routier est psychologue, directeur d'unité de recherche. Je vous en prie, installez-vous pendant que je vous présente. Directeur de l'unité de recherche ADEPAS, handicap, autonomie et développement de la participation sociale à l'Université catholique de Lille et réalise des travaux de recherche sur le handicap, le vieillissement et la participation sociale de différents publics. Quelques instants et nous abordons la table ronde. Alors, merci. Hayden Hammersley, nous allons commencer avec vous. Donc, le Forum européen des personnes handicapées est une ONG indépendante qui défend l'intérêt de 80 millions d'Européens handicapés, qui est dirigée par des personnes handicapées et par leurs familles. Et nous allons faire avec vous un petit tour en Europe avec des exemples de bonnes pratiques en Estonie, en Grèce, en Suède, en Croatie. Je vous propose de commencer par l'Estonie. Vous allez nous parler d'une des actions qui a été mise en place. Il s'agit de conseils entre pairs pour la vie autonome. De quoi s'agit-il ? Voilà, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis très content d'être là parmi vous. D'abord, je vais commencer par m'excuser. Donc, je ne suis pas francophone. Si je fais une faute, voilà, soyez pas choqués. Je me disais que comme c'est le panel européen, voilà, je peux me permettre. Donc, voilà. Jusqu'ici, c'est parfait. Hein ? Jusqu'ici, ça va. OK. Pour le reste, on va voir. Oui, donc effectivement en Estonie. Donc là, ce que je voulais vous présenter, effectivement, c'était quelques bons exemples que nous, on a vus en Europe. Ce que je ne vais pas faire, par contre, c'est de faire la comparaison avec la France, parce que tout en sachant que vous, ici, vous connaissez beaucoup mieux la situation de la France. Et effectivement, j'ai choisi quelques pays qui pourraient être intéressants dans le sens que je vais choisir 3 pays avec normalement des ressources un peu plus limitées de ce qu'on voit en France au niveau des allocations pour les personnes handicapées. Et puis un autre exemple du système scandinave, notamment de la Suède, qui donne un peu un exemple de là où la France pourrait aller éventuellement à l'avenir. Donc oui, effectivement, vous avez commencé par l'Estonie. L'Estonie, c'est un exemple assez intéressant parce qu'il s'agit d'une législation nationale et donc c'est le droit, comme vous avez déjà dit, au conseil entre pairs. Ça marche de 2 façons. Donc, il y a un conseil pour la réinsertion sociale, d'un côté, et puis il y a un autre système parallèle pour la réinsertion professionnelle. Et tout en sachant aussi que l'engagement de personnes handicapées en tant que père conseiller, c'est aussi une façon de promouvoir l'emploi de personnes handicapées. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Une chose très importante à évoquer, c'est le fait que c'est financé par l'État et aussi avec l'aide de fonds structurels européens. Et donc ça, c'est très important pour nous. Donc dans le Forum européen de personnes handicapées, tout avec ENIL, the European Network on Independent Living. On travaille beaucoup sur les fonds structurels européens et la bonne utilisation de ces fonds pour la prévention ou pour les alternatives à la prise en charge dans des institutions. Dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui rend aussi le service durable. Donc, comment est-ce que ça marche précisément ? Donc, le système est administré par la Caisse estonienne d'assurance de chômage. Une fois que la personne est admise dans le programme, donc une personne en situation de handicap cherchant du soutien de réinsertion sociale ou qui cherche un emploi,
Ils sont soit admis ou soit ils ne sont pas admis, mais normalement, ils sont admis, justement. Et après, il y a un plan personnalisé qui est fait autour de cette personne et de ses besoins. Il y a toute une équipe, donc il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement un père conseiller, mais cette personne est accompagnée notamment, et je prends mes notes pour ne pas me tromper, donc toute une équipe de réadaptation qui se compose d'un travailleur social, normalement, parfois des orthophonistes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, normalement un psychologue et le père conseiller. Donc ça, c'est l'aspect qui est assez innovateur. Ça permet de mettre en place un plan personnalisé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est important à noter aussi dans cet exemple, c'est que évidemment la personne qui devient un père conseiller doit suivre une formation. Donc d'abord la personne doit avoir une expérience vécue du handicap, que normalement qu'il soit une personne handicapée elle-même, et de suivre un cours intensif qui se compose de normalement une introduction à la méthodologie du conseil et la protection des données. Donc c'est pour savoir comment bien gérer l'information que l'autre personne leur donne. Et voilà, de savoir bien donner des conseils qui sont pertinents et qui mènent vers quelque part. Et dans cette relation, donc de pair à pair, que deviennent les professionnels ? Donc ça dépend de la volonté de la personne. C'est un peu ça l'idée, ça dépend des visions de la personne handicapée dans ce qu'il cherche, et à savoir aussi que ce n'est pas toujours l'emploi qu'il cherche, parfois c'est plus de contact avec la communauté ou avec la famille, et donc ça c'est aussi un service qui est fourni. Et en mesure des souhaits de la personne, ils choisissent un père conseiller qui convient ou qui a une expérience de ce type de travail ou ce type de chemin. Alors, je vous propose de passer à un autre exemple, la Croatie, où là, on est sur la question de la vie autonome. Je cherche aussi mes notes. Mais naturellement, prenez votre temps. Alors, de quoi s'agit-il en Croatie ? Donc, en Croatie, c'est un autre exemple assez intéressant. Et là aussi, c'est pour la prévention de la mise en place, normalement, dans des institutions, tout en offrant une alternative. À savoir qu'en Croatie, la mise en place dans des institutions, ça existe dans tous les pays en Europe. C'est quelque chose, on travaille beaucoup là-dessus. Et en Croatie, notamment, la Croatie fait partie de ces pays qui ont une tradition assez récente de ce processus et qui font du progrès, mais qui ont encore beaucoup de progrès à faire. Et ça se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent encore dans de grandes institutions, et notamment des personnes ayant des handicaps intellectuels. Et c'est le cas dans cet exemple-ci. Donc, l'exemple que je voulais donner, c'est une association qui s'appelle l'association, donc la traduction, je ne vais pas tenter en croate, c'est l'association pour la promotion de l'inclusion. Et que fait cette association? Donc, il facilite la recherche des logements classiques, donc des logements au sein de la communauté. Et c'est à nouveau financé par l'État, donc ce qui donne un côté assez durable au service, qui est toujours un atout. Cette fois-ci, c'est aussi avec l'aide des fonds structurels européens. Donc, il facilite la recherche des appartements et ils fournissent des services dans des appartements. Donc, ça peut être un appartement privé pour une personne qui veut vivre seule, ou bien si la personne veut vivre avec d'autres personnes, ça peut être à plusieurs. Donc, au maximum, normalement, 5. Et évidemment avec des personnes qui ne sont pas handicapées. Donc il n'y a aucune obligation pour que des personnes handicapées restent entre elles. Donc tout à fait mélangé. Et donc à nouveau, avec l'utilisation des fonds à la fois nationaux et européens, il y a toute une équipe de professionnels qui suivent ces personnes. Donc il y a d'abord... à chaque fois, je dois consulter les notes pour les professionnels pour ne pas, pour ne pas me tromper. Il y a une assistance pour les tâches ménagères, des activités de temps libre, des cours à domicile. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. C'est pas essentiel que je note qui est là. Et est-ce que les personnes qui y vivent sont satisfaites ? Oui, donc, et la preuve de ça, c'est qu'il y a malheureusement, l'un des aspects qui doit être amélioré, c'est
le fait que ce service doit être propagé ailleurs. Donc il y a une liste d'attente, malheureusement, tellement il y a eu un succès avec ce programme. Donc oui, ça marche très bien étant donné que la personne est en mesure de choisir à la fois où ils vivent, avec qui, de faire un plan personnalisé avec les professionnels qui l'entourent sur ce qu'ils veulent faire pendant la journée. Un autre aspect important, c'est que le service s'occupe non seulement de chercher des logements, mais aussi d'assister des personnes en situation de handicap qui ont déjà un logement. Et ça, c'est surtout pour les personnes, à nouveau, normalement avec un handicap intellectuel, qui vivaient avant avec les parents et qu'une fois que les parents soient malheureusement décédés, veulent rester dans le même appartement et d'éviter de se trouver dans une institution. Surtout qu'ils n'avaient jamais connu ça avant. Ça permet donc le choix des personnes, dans la limite évidemment de ce que vous évoquiez, le nombre de places disponibles. Oui. Alors, allons un peu plus au sud, nous allons en Grèce, avec les unités mobiles de santé mentale qui fonctionnent par secteur, c'est-à-dire c'est dans des régions où il n'y a pas de centre permanent. Oui, donc la situation dans la Grèce, moi j'ai trouvé cet exemple assez intéressant, étant donné que la Grèce, surtout maintenant, n'est pas connue pour le fait d'avoir des ressources abondantes pour ces services. Et en Grèce, il y a un autre élément qui est difficile, et c'est l'isolation géographique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions qui sont très isolées, notamment les îles, mais aussi au nord du pays, dans les montagnes. Il y a beaucoup de régions et de communautés qui n'ont pas accès à certains services de santé. Ce service en question, c'est un service de santé mentale. Et pourquoi est-ce que j'ai évoqué ça aussi dans un débat qui traite de l'institutionnalisation? C'est que la prévention des problèmes de santé mentale c'est une mesure assez importante pour permettre aux personnes de rester dans la communauté, de garder un travail, de rester avec leur famille et d'éviter des problèmes plus graves qui pourraient s'enchaîner après. Donc, ce cas en Grèce, il s'agit de centres de santé mentale mobiles qui voyage partout dans le pays et qui est inscrite dans la loi depuis 1999. Et donc, notamment, il y en a 25 qui ne semblent pas énormes, mais qui couvrent tout le pays, qui touchent toutes les communautés de la Grèce. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que un groupe de spécialistes voyage dans une région. Ils ont toute une série d'activités de sensibilisation auprès de la communauté. Puis, à un moment donné, ils vont partir, mais ils reviennent ensuite pour faire un suivi de ceux qu'ils ont déjà fréquentés. Ces spécialistes, c'est psychiatres, psychologues, assistants sociaux, infirmiers psy, ergothérapeutes, orthophonistes, thérapeutes artistiques, enfin, il y a beaucoup de monde. Voilà, tout à fait. Et vous avez bien noté. C'est utile pour moi. Tout à fait. Et ce qui était intéressant, c'était le côté c'était l'exemple du professionnel artistique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont aussi pris un côté un peu innovateur, aussi pour encourager les personnes à venir, des personnes qui n'ont peut-être pas pensé à ce sujet et qui ne sont peut-être pas touchées directement par ce thème, mais qui vont du coup s'intéresser un peu plus et rester un peu plus attentives aux personnes qui les entourent, qui auront peut-être des... Nous évoquions le territoire tout à l'heure. Ces unités sont adaptées justement aux besoins identifiés dans chaque territoire. Tout à fait, oui. Alors, quels sont les points forts du service ? Les points forts, c'est que si ça n'existait pas, ce serait des régions qui n'auraient aucun accès à ces services. Je ne sais pas si on peut facilement faire la comparaison avec la France. Ça serait après à vous de faire le lien entre les deux pays. Donc c'est d'abord ça. Mais je pense que le côté qui marche le mieux, c'est vraiment la partie de la sensibilisation. D'apporter ces connaissances à la communauté, ces communautés isolées. Et évidemment, le fait qu'il y ait un suivi, c'est très important. Et à savoir aussi que c'est assez impressionnant ce qu'il fait et le territoire qu'il couvre avec des ressources qui sont limitées, qui sont d'autant plus limitées maintenant après la crise économique. Oui, ça fait partie justement ça fait partie des points faibles, ce manque de ressources. Il y a aussi le manque de permanence aussi de l'équipe, ça peut être une difficulté. Oui, effectivement. Si je devais
donc, tout en disant que c'est très encourageant ce qu'ils ont pu faire avec les ressources qui sont à leur disposition, évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir ces centres en permanence. Ce qui est difficile, c'est aussi de trouver les professionnels qui sont en mesure de donner ce type de soutien très spécialisé. Donc, même s'il y avait l'argent pour créer un centre permanent, ça ne serait pas évident forcément d'avoir dans une petite île avec une population, surtout des îles où la population change entre l'été, quand il y a beaucoup de touristes, et l'hiver, quand la plupart de personnes partent aussi parce qu'il n'y a pas de ressources. Voilà, c'est aussi de trouver la personne qui peut remplir ces fonctions qui s'avèrent difficiles en Grèce. Partons plein nord, alors nous allons en Suède, là avec des assistants personnels. Oui, donc en fait je ne vais pas trop parler de la Suède parce que je pense que c'est un pays qui, on va peut-être en parler un peu après. Et on est toujours dans le Forum européen de personnes handicapées, on est assez réticent à idéaliser la Suède parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des points faibles dans le pays. Mais ce qui est intéressant en Suède, c'est au niveau aussi de la législation nationale. Et il s'agit de l'assistance personnelle et le fait que le droit à l'assistance personnelle est inscrit dans la loi depuis 1994. Pardon, je dis à la belge, parce que je vis là-bas. Donc ça déjà c'est assez intéressant. Et puis il y a une association dont je voulais faire mention qui s'appelle Jorg. Donc Jorg en suédois ça veut dire moi ou je. Et c'est une association qui aide les personnes, surtout à nouveau des personnes avec un handicap intellectuel, à trouver un assistant personnel qui convient leurs besoins personnels. Et donc d'assister la personne à trouver la personne qui convient et à la fois d'aider l'assistant à trouver, dans ce cas, on va dire le client qui convient. Voilà. Merci. Alors je vais vous prendre le micro, je vais le passer à Nadia Haddad. Nous allons justement parler avec vous de la Suède. Vous souhaitez justement revenir sur l'exemple, oui, c'est un exemple de ce qui se passe en Suède justement. Tout à fait. Donc, on a beaucoup entendu parler de la déinstitutionnalisation. En Suède, il y a eu vraiment une volonté politique pour fermer toutes les institutions. Donc, dans l'année 2000, toutes les institutions étaient fermées, mais ce n'était pas fermé comme ça. Ils ont prévu une transition et chaque personne en situation de handicap avait un support de garantie. Guarantee Support, pour être sûr que les gens ne seront pas abandonnés à leur sort, ne sont pas isolés parce qu'on peut être dans un super appartement qui est bien accessible, qui est bien adapté, mais on peut être institutionnalisé dans cet appartement-là si on n'a pas accès à la vie communautaire. Donc la Suède a fait d'être sûr d'utiliser le pilier que nous on appelle le pilier de la vie autonome. Donc, les 12 piliers pour garantir donc la volonté et les préférences et la dignité de la personne étaient pris en charge et en compte dans cette législation suédoise. Donc, je vais vous le citer peut-être. Donc, les 12 piliers de la vie autonome, c'est une information complète et accessible, un transport intégralement aussi accessible, donc de côté de la porte de la personne jusqu'à là où la personne veut aller. Donc, un accès complet à l'environnement. Et si on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement le bâtiment public, mais aussi le bâtiment à utilité publique, comme les dentistes, les magasins, les bibliothèques, des endroits où toute personne peut aller quand ils ont besoin de ces endroits-là. Aussi, l'équipement, donc le quatrième, c'est équipement d'aide technique adéquate. Le cinquième, c'est des logements accessibles et adaptables. Donc, puis, il y a les services de soins de santé et des services sociaux appropriés dans la communauté. Aussi, un revenu adéquat avec lequel le surcoût de l'handicap peut être couvert. Puis, il faut aussi des provisions adéquates d'assistance personnelle parce qu'un service adapté à la personne ou le meilleur, c'est des assistants personnels qu'on peut choisir soi-même ou assistés par la famille. Donc, le 9e point, c'est la disponibilité de l'éducation et de la formation inclusive, parce que ça commence là.
Dès que l'enfant à bas âge est inclus dans un circuit régulier, majoritairement, elle reste dans le circuit régulier. Dès qu'on la met dans un enseignement spécialisé, souvent 85% de ces enfants-là atterrissent dans des institutions ou des établissements séparés. Puis aussi l'égalité des chances pour l'emploi régulier et pas des ateliers protégés ou des choses où ils sont de nouveau séparés des autres. Et puis la disponibilité d'avoir des conseils des pairs, parce que trouver des gens semblables avec qui on peut se retrouver de temps en temps et parler de ces problèmes et voir comment les autres peuvent résoudre des problèmes à leur niveau, c'est très inspirant d'avoir cette opportunité de pouvoir échanger ces expériences. Et puis la dernière chose, c'est la disponibilité de se auto-présenter et d'être indépendante et autonome. Et tout ça est pris dans la législation suédoise. Cela montre un engagement politique très fort. Énormément. Et ça aussi a eu un grand impact dans l'enseignement. Par exemple, le livre en Suède prend compte de la diversité de la société. Il ne s'agit pas seulement de la diversité ethnique ou respecter le genre ou prendre en compte d'autres minorités comme des gens qui ont d'autres préférences sexuelles. Non, dans le livre aussi, on trouve les images des personnes qui ne sont pas parfaites. Donc, dans l'enseignement, on commence aussi par rapport aux médias. On peut ramener une personne amputée, mais pas pour parler de l'handicap, mais pour parler, par exemple, c'est un expert en géologie qui viendra parler de la géologie. Donc, c'est une approche holistique, en fait, très transversale, où la diversité qui existe dans la société est prise en compte de partout. Et ce qui fait aussi que chaque ministère a cette responsabilité de trouver aussi un budget pour permettre cette insertion et la bonne utilisation du mot inclusion. Et justement, comment sont financées ces mesures ? Le fait d'avoir, par exemple, dans la majorité des communautés, il y a donc des services d'assistants personnels, donc c'est une création d'emplois. Le fait qu'on rende des choses accessibles, donc ils ont fait des études académiques, ils ont montré qu'au début, le coût d'installer des choses et prendre l'accessibilité en compte dès le début est très bénéficiaire déjà après 5 ans. Donc ça se autofinance déjà après 5 ans. Donc il y a la création d'emplois, donc parce que ce budget crée de nouveaux emplois, puis aussi le fait que les gens ont accès à tout, via l'informatique, dans des shops online ou dans des magasins, donc ils ont un potentiel économique, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap représentent 15%. Et si on rajoute leur famille, donc on arrive facilement à 30% de la société qui est tous les jours confrontée avec les personnes en situation de handicap. La Suède compte environ 9 700 000 habitants. Est-ce que cette politique très volontariste n'est pas plus facile dans un pays de 10 millions d'habitants par rapport à des pays plus grands ? Il y a d'autres pays où c'est la même chose. On a le Danemark où ils ont aussi fermé les institutions. On a le Norvège. On a la Grande-Bretagne qui a fait aussi une transition. Donc, en fait, une fois qu'il y a cette volonté politique, il y a une transition. Le grand problème souvent, c'est que le budget reste bloqué à l'intérieur des bâtiments. Parce qu'on a déjà entendu ce matin aussi les personnes dire que c'est un coût énorme. Le fait aussi que c'est des services collectifs, souvent, ce n'est pas adapté aux besoins de la personne ou à la volonté de la personne ou son entourage. Et puis aussi, le problème, c'est qu'il faut, une fois, être très pragmatique et faire cette paradigme shift, cette change de mentalité et dire que est-ce qu'on doit toujours mettre un prix par rapport à une vie en dignité, parce qu'on parle ici de droits de l'homme. Et le droit de l'homme, ça n'a pas de valeur économique. Le droit de l'homme qui passe par le respect du choix de la personne. Tout à fait. Et aussi par l'arrêt de la surprotection des personnes handicapées.
la surprotection, mais aussi, on dit souvent que, mais et si c'est le choix des personnes de vivre en collectif ou en communautaire, effectivement, souvent c'est le choix qui doit être respecté, mais aussi quelle sorte ou type de choix. On a le General Comment numéro 5 de la Convention des Nations Unies sur l'article 19 qui dit très clairement les personnes ne peuvent seulement faire des choix si les personnes sont bien informées et si il y a les services adéquats qui leur permettent de faire des choix qui les aident à insérer et à participer dans la vie sociale, dans la société d'une manière spontanée. De manière spontanée, c'est-à-dire toutes les actions de la vie quotidienne. Tout à fait, et que ce ne soit pas programmé. Le mardi matin, on va faire du pony. Le mercredi après-midi, on part tous à la piscine, dans la petite camionnette qui vient de collecter et on va aller là-bas. Le jeudi, ah oui, le jeudi, c'est le jour de marché. On va les permettre d'aller marcher et ça, c'est une activité inclusive parce qu'ils vont être parmi les gens. Donc non, c'est de permettre à ces gens-là de les émanciper, de les encadrer pour pouvoir faire des choses d'une manière spontanée. Et il ne s'agit pas seulement d'aller des personnes avec un handicap physique ou avec un handicap légèrement intellectuel, mais chaque personne qui est dès bas âge, bien entourée et inclue dans la société, peut vivre d'une manière pareille. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas souvent dans le pays où ces services de support n'existent pas. Et que deviennent les professionnels ? Ben, les professionnels, ils ont leur expertise. On peut prendre l'expérience, par exemple, de l'enseignement inclusif en Italie ou en Portugal ou en plein d'autres pays où ils ont fermé les écoles spécialisées. Mais par contre, ils ont fait des centres avec ces expertises on ne va pas nier les faire. Il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience dans le métier de spécialisé, ils ont une expertise qu'on doit utiliser, on doit l'insérer dans l'enseignement régulier, dans la vie quotidienne de tous les jours. Ces personnes-là, on peut les prendre comme formateurs, justement, on parle de la formation. Ils peuvent former d'autres gens pour aller soutenir et supporter des gens au sein de leur maison, de leur famille. Et souvent aussi, ces aides viennent parfois trop tard, jusqu'à ce que la famille est épuisée de faire et de soutenir leurs propres enfants, leurs propres frères, mères, pères. Et au moment où ils ne peuvent plus, ils ne trouvent pas d'autres alternatives que d'aller les placer. Donc si on utilise cette expertise dès le début, je crois qu'on peut arriver à une harmonie. Ça demande quand même beaucoup de temps. Ça demande de temps, ça demande de volonté et ça demande aussi les fonds qui suivent la personne. Merci. Cédric Routier, vous avez un micro. Oui, vous souhaitez intervenir ? Bon. Cédric Routier, je vous invite à prendre le micro, donc directeur de recherche à la DEPAS, qui a une sensibilité particulière sur les notions de participation sociale. Alors, quelles sont pour vous les pistes importantes à suivre dont vous souhaitez nous parler ? Étant donné qu'il a déjà été pas mal question d'Europe et mieux que je ne saurais le faire, malgré l'intitulé de la table ronde, moi je vais faire un petit aller-retour par le Québec, mais très très rapide, puisqu'en l'occurrence, par exemple, l'idée de considérer le handicap comme situationnel, dont je sais, et je suis persuadé que l'APF est déjà familière, donc je n'insisterai pas là-dessus, mais est une bonne piste pour se rappeler que puisque c'est situationnel et que ça concerne des environnements dans lesquels se déploient les choses que les gens sont amenés à faire, si on réimporte ça dans notre contexte francophone, voire éventuellement même spécifiquement français, comme le souligne Fougerolas, qui est à l'origine de ce modèle avec d'autres de ce qu'il appelle le développement humain et donc le processus de production du handicap, si on réimporte cette notion de situation de handicap en faisant une autre manière de poser une étiquette qui définit le handicap comme une chose en soi, on en refait à nouveau le problème des individus et pas nécessairement de leurs environnements. Par contre, si on prend au pied de la lettre ce à quoi nous invite ce modèle, et avec lui ou derrière lui, mais certainement pas contre nos pratiques actuelles, même si on peut les déplacer, la Convention internationale du droit des personnes handicapées dont il a été question, il me semble qu'il y a lieu de pouvoir faire alliance de manière beaucoup plus effective entre les professionnels, dont vous n'avez eu de cesse de rappeler par 2 fois, mais que deviennent-ils, et les personnes accompagnées, personnes en situation de handicap, personnes handicapées, voilà, dans le champ sémantique français aussi, il y a parfois du débat là-dessus, mais en tout cas, la possibilité de faire ensemble à partir du moment où,
première piste que je proposerais volontiers, c'est ce sur quoi, modestement, on vient chercher souvent notre expertise de recherche. On organise un espace de dialogue pour s'approprier, mais ensemble, pas les uns à côté des autres ou contre les autres, ce qu'il y a dans ce fameux texte dont on nous parle souvent et qui, dans le contexte français, a donné lieu notamment, lors de la venue de la rapporteure de l'ONU, à des retours qui, sur le terrain et d'un point de vue professionnel, n'ont pas forcément été tout à fait bienvenus, notamment sur la question de la désinstitutionnalisation, dans la compréhension qu'on en a eue. Et donc s'approprier ce texte-là et se dire, mais finalement, parce qu'avant de venir, j'ai quand même pris le temps d'y rejeter un œil, histoire de ne pas dire trop de bêtises, sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions d'accès à la vie autonome et en société. Quand on lit ce qui est dit dans cette convention, ce qui est appelé de ses vœux, et en l'occurrence, c'est plus un vœu pieux, mais quelque chose qui a été ratifié, donc qui est supposé s'imposer à nous, mais y compris aux personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, qui ne sont pas dans cette audience, mais vers lesquelles, tous ensemble, on pourrait se tourner, c'est de supporter, y compris par finalement des politiques plus incitatives, y compris d'un point de vue budgétaire, ou par des logiques de formation dans lesquelles on vient accompagner des professionnels, des familles, des personnes ensemble, d'où l'importance des savoirs expérientiels, le développement justement de cet accès effectif au droit. C'est-à-dire que ce texte, c'est un peu l'échange qu'on avait eu préalablement à cette table ronde, me semble-t-il, peut aussi être finalement quelque chose sur lequel on pourrait baser un programme d'1 an ou 2 de travail dans les organisations, qui serait amené à se transformer, mais grâce notamment à l'accompagnement de ce texte et d'autres environnements conviés sur ces discussions. Je pense à des interventions que j'étais amené à faire l'année dernière au sein notamment d'un comité régional de la FEAP qui réfléchissait sur les liens pour l'inclusion scolaire avec l'éducation nationale. Il semblerait que là aussi, il y a peut-être un peu de chantier possible à effectuer. Or, ce texte international, mais qui du coup se voit approprié dans certains pays européens avec certaines manières de faire dont on peut peut-être s'inspirer, à nous de s'en inspirer, mais tel qu'il nous semble plus pertinent de le faire au regard de notre contexte, et de pas forcément le prendre comme ce qui, je crois, est aujourd'hui son statut, à savoir, on vient nous imposer ça et nous dire soit ce qu'on faisait avant, on le faisait mal, soit il va vraiment falloir tout changer de fond en comble, ce qui ne me semble pas être complètement l'esprit, mais qui par contre demande effectivement un petit peu de boulot. C'est d'autant plus intéressant de se l'approprier que pour vous, la dimension inclusive permet aux professionnels de se recentrer sur leur cœur de métier. Tout à fait. J'avais fait mention de ce qui se passe au niveau universitaire aujourd'hui, lorsqu'on va venir dire par exemple, je vais prendre 2 exemples. D'abord, pour le métier d'enseignant universitaire, d'enseignant-chercheur, mais ce serait vrai d'enseignant à mon avis au lycée ou au collège aujourd'hui également, voire dans le primaire, mais c'est peut-être un peu moins présent. Lorsqu'on vient dire à l'enseignant qui a été formé d'une certaine façon, écoute, finalement maintenant, les étudiants que tu as en face de toi, ils n'ont qu'à ouvrir Internet et ils vont aller piocher des connaissances parfois qui les intègrent, qui se les approprient ou autre chose, je vais y revenir, mais en tout cas, ils peuvent avoir accès à de l'information, on va peut-être pas aller jusqu'au niveau de la connaissance, très rapidement et parfois même te coincer dans un amphi pour en discuter avec des collègues et te retrouver toi un petit peu à devoir dire « Ah bah oui, tiens, par rapport à ce que je viens d'affirmer, j'étais peut-être pas tout à fait up-to-date par rapport à l'information ». Est-ce que ce n'est pas l'occasion de construire avec eux les formations, l'apprentissage, le développement des compétences, et donc de te recentrer sur ce qui serait le cœur, après tout. Alors peut-être que ce n'était pas tout à fait le cas, ou en tout cas par rapport à notre orateur précédent, il y a une discussion à avoir sur « mais le cœur ne s'est-il pas déplacé par rapport au métier ?» Mais en tout cas, si on se recentre en tant qu'enseignant sur « finalement, je peux peut-être t'accompagner et travailler avec toi à la compréhension de cette information à laquelle tu accèdes finalement maintenant assez rapidement seul du moment où tu y as été formé », il me semble qu'on pourrait peut-être faire ce parallèle aussi et se dire, cette question d'approche inclusive, est-ce qu'elle ne peut pas nous permettre, nous, et je l'applique aussi au champ de la recherche, parce que faire de la recherche inclusive, Dieu sait que ça déplace pas mal de postures, y compris parmi mes collègues, mais si on se recentre en tant que professionnel sur cette approche inclusive comme un moyen de mieux faire ce qu'on a réellement envie de faire quand on finalement se ramène à nos valeurs et ce pourquoi on a fait ce métier, et qu'en plus on sent un appui de nos directions et de nos encadrements pour ce faire, on est à la limite avec un levier possible plutôt qu'un obstacle. Et en plus, s'il y a implication de la direction, c'est peut-être même une condition essentielle, non? Vous dites, et en plus, s'il y a implication de la direction, mais c'est peut-être pas et en plus, c'est peut-être grâce à, non? Oui, alors je suis souvent dans un registre à la fois d'humour et d'ironie, donc je vous rejoins tout à fait, mais je n'irai pas jusqu'à le dire aussi, effectivement. Il y a une notion de prise de risque aussi. Et de droit à l'erreur, Marcel Gégé en parlait tout à l'heure. Tout à fait, mais ça a été évoqué par notre orateur précédent, justement, la question du lâcher-prise et de la prise de risque.
un des constats, encore une fois modeste, hein, on n'a pas des dizaines d'années d'expérience dans le champ de la recherche dans notre équipe, mais en tout cas, une des choses que je tire des différents lieux d'intervention et de certaines modalités de recherche qu'on a été amené à développer, justement des recherches plus collaboratives, pourquoi pas inclusives, voire émancipatoires, c'est que oui, il ne faut pas se mentir, bien sûr, il y a une question d'enjeu de pouvoir, qu'il y a des choses qui vont se déplacer, mais plutôt que de faire comme si ça n'était pas le cas ou que quoi qu'il en soit, on peut le balayer d'un revers de la main, autant le poser au milieu de la table et quand on développe soit des modalités de recherche, soit des modalités d'action, soit de transformation des organisations, on reconnaisse tous ensemble, y compris du point de vue des professionnels, les laisser l'exprimer, qu'il y a des choses qui vont se perdre, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est sur la partie plus, non pas prise de risque, mais perte d'un certain nombre de choses qui étaient peut-être pas de l'ordre de prérogatives, mais en tout cas, un certain nombre de relations de pouvoir et d'acquis sur lesquels on fonctionne depuis de nombreuses années et qui vont irrémédiablement changer. Mais en même temps, cette perte et cette capacité à prendre des risques, ça peut permettre à travers l'erreur de découvrir tout un tas de choses qu'on ne soupçonnait pas, y compris chez les gens qu'on a fréquentés très régulièrement pendant de nombreuses années. Là, je pourrais citer des anecdotes de terrain de recherche, encore une fois, mais... Il faut donc accepter un certain remue-ménage, pour le dire de manière légère. Oui, mais je le dis avec légèreté dans la mesure où c'est facile pour moi, en tant qu'enseignant-chercheur, et n'étant pas, entre guillemets, de ce point de vue-là, les mains dans le cambouis sur les terrains professionnels. Par contre, je le dirais vraiment avec beaucoup de modestie et de prudence, dans la mesure où ce remue-ménage, il faut aussi se dire qu'on doit accompagner ce remue-ménage et ne pas nécessairement laisser penser, ce que je ne voudrais pas dans cette audience, qu'il suffit de claquer des doigts pour que ça se fasse et que surtout après c'est votre problème une fois que la bonne parole a été délivrée. Ce ne serait certainement pas ça l'idée. Mais par contre, accompagner ça, réfléchir avec des équipes, ou laisser des équipes d'ailleurs réfléchir d'elles-mêmes sur ces questions et s'approprier un outil juridique pour en faire quelque chose de plus, l'usage du droit et son effectivité sur le terrain, c'est autre chose que ce que le droit proclame. Ça oui, ça me semble une piste qui paraît intéressante, d'autant que ça permet d'intégrer et d'intéresser aussi parfois des parties prenantes plus externes qui sinon deviennent plutôt, si ce n'est des obstacles, mais en tout cas parfois des opposants, famille, société civile dans certains cas. Ça pose aussi la question de la formation. Tout à fait. Et par rapport à cette formation, idem, hein, des pistes ont déjà été données depuis ce matin, mais la place des personnes accompagnées ou des personnes expertes de leur situation de vie ou des savoirs expériences ou expérientiels, eh bien, c'est, me semble-t-il, pour les 10 prochaines années, et je ne crois pas être le seul à le penser, y compris dans cette salle, une des choses qui va radicalement transformer l'arrivée sur le futur organisationnel dans le médico-social et dans le sanitaire de futurs professionnels, qui seront d'emblée, me semble-t-il, dans cette culture de, finalement, on a des savoirs aussi légitimes les uns que les autres, et de fait, j'ai un peu plus à me reposer sur toi, parce que ça me libère pour faire ce que je suis plus capable, ou plus à même, ou que j'ai mieux l'envie de faire. Après, si tu as besoin, tu viens me chercher sur autre chose aussi, ça c'est toujours possible. Nous, le petit exemple qu'on a, encore une fois modestement, c'est d'avoir mis en place un cours à un niveau licence, au niveau universitaire, qui porte sur le handicap mental ou la déficience intellectuelle. Ça dépendait aussi un peu des personnes associées, la manière dont elles voulaient se dénommer, et de construire avec elles le référentiel de cours, les modules de formation, et ensuite qu'elles interviennent en duo avec des enseignants, des formateurs qui eux-mêmes ont appris à leur contact à modifier leurs pratiques et ensuite venir présenter des cours non pas prépensés par une discipline sur le handicap, mais par les personnes concernées pour venir en parler. Et ça fait un peu bouger visiblement dans la tête des étudiants concernés. Un peu. Je vous remercie de passer le micro à Bernadette Grosieux. Nous allons parler de l'ESPD, l'Association européenne des prestataires de services pour les personnes en situation de handicap. Peut-être d'abord un rapide rappel de ce que fait l'ESPD. Oui, alors l'ESPD est une association européenne qui est située à Bruxelles et qui donc réunit environ 12 000 service providers, 12 000 établissements et services. Nous sommes présents dans 35 pays d'Europe et au sein de cette association, les professionnels se rencontrent donc pour avoir des informations sur la politique européenne en matière de handicap, mais pour aussi influencer cette politique européenne et pour partager leurs pratiques au sein de projets de recherche. Alors notre structure fondamentale de pensée
et le respect de la Convention internationale du droit des personnes handicapées. Nos partenaires essentiels au niveau européen sont présents sur cette scène, puisque nous travaillons main dans la main avec le Forum, avec ENIL et avec d'autres associations qui, au sein de cette, à côté de la Commission, à côté du Parlement, essaient d'être des relais, donc pas seulement descendants, mais aussi ascendants, pour participer et contribuer à la politique européenne en matière de personnes en situation de handicap. Alors, comment procédez-vous? Alors, comment on procède? Alors, plutôt que comment on procède, ce que je pourrais dire, c'est qu'est-ce que j'ai appris au sein de cette association, puisque bon, j'y milite depuis 8 ans. Ce que je pourrais dire, c'est 3 choses. La première, c'est que on parle de comparaison n'est pas raison. Vraiment, ça n'est pas un adage comme ça, mais il faut vraiment faire très très attention quand on compare les politiques en matière de handicap d'un pays à un autre, car les définitions en matière de handicap ne sont pas les mêmes. Les politiques sociales de chacun des pays est influencée par un contexte, par un moment, par une histoire, par une langue. Les statistiques que les pays ont à disposition sont toutes pratiquement faussées. D'ailleurs, on voit bien qu'en France, on passe de 3 millions à 12 millions quand on parle des personnes en situation de handicap. Dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. Et donc, plus on avance dans un travail en commun avec différents partenaires, plus on considère qu'il ne faut pas se comparer, mais bien travailler ensemble, donc dans des convergences communes. Donc, ne pas se comparer. Ensuite, on voit qu'on converge tous. Alors ça, c'est quelque chose de très satisfaisant. On parle de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, on parle des objectifs de développement durable, on parle des piliers sociaux de la Commission européenne, et il se trouve que ces textes internationaux ont tous été adoptés au niveau européen, ont tous été adoptés et ratifiés pratiquement par tous les pays avec lesquels on travaille au niveau européen, et ce sont des vraies valeurs communes. Ce ne sont pas des déclarations d'intention. Quand on parle de l'article 19 de la Convention internationale, on le décortique, on comprend de quoi il s'agit, on essaie d'avancer sur la question du choix de vie. Quand on parle des piliers des droits sociaux, on se rend compte qu'à travers tous ces droits sociaux qui sont énumérés au niveau de la Commission européenne pour faire en sorte que les pays européens partagent un même socle, et quand on se rend compte qu'il y a un article qui est consacré aux personnes en situation de handicap, on voit bien qu'il y a là une convergence. Quand on parle des objectifs de développement durable, de l'égalité en matière d'éducation, de l'accès à l'emploi, les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap sont citées, tous dans le même registre. Il s'agit d'inclusion, il s'agit de désinstitutionnalisation et il s'agit d'empowerment. Et ça depuis très longtemps. Donc ces valeurs communes sont partagées. Donc travailler avec d'autres pays européens nous permet de voir nos ressemblances. Et puis enfin, la troisième chose, on voit nos différences à partir de ces fameuses bonnes pratiques qui sont effectivement qui sont toutes, je dirais, vous avez cité les bonnes pratiques au niveau de la Croatie, au niveau de pays comme la Grèce, effectivement des pays du Nord comme la Suède, la Finlande ont beaucoup à nous apporter. Mais la France également n'est pas en reste. Et nous avons des bonnes pratiques à apporter, des complémentarités. Et on se rend compte que ces complémentarités, en fait, apportent des solutions à travers ces fameux programmes européens. Vous savez que la Commission européenne déclare chaque année ouvert des projets de recherche en matière de sciences sociales. Et dans ces projets de recherche, les différents établissements et services peuvent se positionner dans le cadre d'associations de pays et obtenir des moyens pour échanger des bonnes pratiques.
Et tout ça dans le respect de la Convention internationale, tout ça dans le respect des objectifs de développement durable. Et ces projets de recherche que le SPD nous permet de monter grâce à ces réseaux nous ouvrent sur ces échanges. Et on comprend comment la pérémulation, qui est à l'œuvre dans beaucoup de pays aujourd'hui, comment les développements d'outils à l'initiative des personnes en situation de handicap sont extrêmement présents dans beaucoup de pays, beaucoup plus que chez nous, où nous avons une notion plus d'outils d'expertise que d'outils pensés par les personnes elles-mêmes pour aider les professionnels. Mais quand on travaille sur ces projets européens, les deux approches sont assez complémentaires. Je pourrais donner un exemple. Quand nous avons travaillé sur des programmes d'éducation, de désinstitutionnalisation et d'aide aux personnes en situation de handicap mental pour une vie donc complètement désinstitutionnalisée, on s'est rendu compte que sur certains programmes, les Finlandais, par exemple, étaient très très en avance en ce qui concerne l'aide à la prise en charge de leur santé alimentaire, car ils avaient développé des outils pensés par les personnes pour leur permettre d'être très autonomes sur cette question-là. Mais nous, les Français, nous avions également fait un travail extrêmement important sur la question de l'éducation thérapeutique avec des systèmes d'accompagnement pensés par des diététiciens qui, en fait, ont été considérés comme d'un très grand apport par les Finlandais, alors que nous étions arrivés avec un petit complexe d'infériorité en se disant que notre modèle était un modèle un peu trop médicalisé, peut-être un peu trop technique, mais pas du tout. Le projet de recherche nous a vraiment appris que cette complémentarité, en fait, était de bon aloi au service des personnes en situation de handicap. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous ne sommes pas les plus mauvais non plus. Tout à fait. Nous ne sommes pas les plus mauvais. D'ailleurs, chaque année, ou non, tous les 2 ans, il y a une initiative d'une association autrichienne qui s'appelle Zero Project, qui met en exergue environ 150 bonnes pratiques dans le monde entier. Tous les 2 ans, vous pouvez aller sur leur site, c'est absolument remarquable. Et on voit que des pays qui ont des modèles différents, qui ont des modèles et des définitions différentes, arrivent à avoir des bonnes pratiques qui ne sont pas toutes, transposables, mais qui permettent à chacun de penser sa différence, de les prendre en considération et d'avancer dans la même voie. Nous arrivons au temps d'échange avec vous. Je vais demander à la régie de bien vouloir faire la lumière dans la salle pour que nous puissions vous voir plus précisément. Alors, cela appelle de votre part des commentaires, des questionnements, des demandes de précision. Le micro est à votre disposition. Je vous invite à lever la main pour le demander et prendre la parole. Oui, alors ici, le micro vous arrive. Madame, nous vous écoutons. Bonjour, Sophia Moudaram, directrice de l'ADAPT dans le Var. J'aurais une question sur les pays où il y a une désinstitutionnalisation, sur le comment font les personnes. Je pense aux parents notamment, qui peuvent avoir finalement recours à des établissements parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas en capacité de pouvoir affronter le handicap de leurs enfants. Et j'aurais aussi une question concernant l'entrée, l'accès aux différents dispositifs qui nous ont été présentés. Merci. Merci également. Alors, comment font les parents ? Donc, les parents qui sont supportés, soutenus dès la naissance, dès que la personne a un handicap, ces parents-là sont très contents de services à l'intérieur de leur maison. Mais si on attend jusqu'à ce que les parents sont épuisés mentalement, physiquement et financièrement, alors ces parents-là ne peuvent plus le faire. Et il y a des exceptions. Il y a
dans certains pays, comme la Flandre par exemple, où les parents ne trouvaient pas de centre adéquat où ils pouvaient mettre leurs enfants, ils ont construit des petites group houses avec leurs propres fonds. Mais donc ça veut dire qu'ils ont fait une mini-institution parce qu'il n'y avait pas de service adéquat, ni chez eux, ni pour être chez eux à la maison, ni pour les soutenir pour pouvoir vivre seuls. Et je vais rajouter même qu'il y a des pays où il y a de l'assistance qui est estimée à 36 heures par jour. Parce que parfois, la personne aura besoin de deux personnes et que quand la personne, justement, ne peut pas prendre des décisions elle-même, c'est là qu'il y a le rôle de cette garantie de support qui est là pour toute la vie de la personne. Donc, il y a toujours un suivi par rapport au gouvernement. Le fait que le pays a signé aussi la Convention des Nations Unies, il y a et donc il y a l'obligation de promouvoir la Convention, de protéger les personnes en situation de handicap et puis aussi d'appliquer, de trouver des solutions pour qu'ils puissent avoir une vie digne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'eux, ils ont mis dans leur législation qu'il y a, par exemple, en Suède, le droit d'avoir d'assistante personnelle, et c'est pour toute la vie. Et il y a un suivi en continu. Et sur l'accès ? Sur l'accès, donc, quelqu'un qui est déjà là-dedans depuis 40 ans, 50 ans, c'est très difficile de le faire sortir. Parce qu'ils croient eux-mêmes qu'ils n'ont pas le potentiel, ni les capacités, ni parfois la volonté de vouloir encore changer. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est maintenant, c'est des bas âges pour aller empêcher qu'ils rentrent de nouveau dans des services spéciaux, des services adaptés, isolés. Un service adapté pour qu'ils puissent fonctionner au sein de communautés comme les autres, oui. Et donc, il faudra donc prévoir un accès affordable, qui est affordable, des bas âges, et aussi informer les gens sur l'existence de différents services. Parce que ça aussi, donc, il faut qu'il y ait les services qui puissent aider, il faut que le budget soit là, parce qu'il y a beaucoup de pays où il y a des listes d'attente, énormément de listes d'attente jusqu'à épuisement de force et de moyens financiers de la famille. Et puis aussi, je crois qu'une fois que c'est ancré dans la législation, on tiendra compte de cela directement. Par exemple, si vous vous cassez une hanche, ils ne vont pas vous dire « Excusez-moi, madame, le budget des hanches, de prothèses de hanches, cette année-ci, c'est épuisé. Vous devez revenir l'année prochaine quand il y a un nouveau budget. » Donc, mais par contre, si tu es en situation de handicap et vous venez réclamer dans certains pays de l'aide à l'assistance, ils vont vous dire « Désolé, il n'y a pas de budget, on va faire un assainissement, on va voir votre degré de dépendance, on va faire tout, un plan de support, mais dès qu'il y a le budget, vous seriez appelé. » Donc, ici, on voit où sont les priorités, où la législation peut jouer un grand rôle. Bernadette Grosieux, je vous invite à prendre le micro. J'avais compris que la question, c'était sur l'accès aux dispositifs des projets de recherche. Oui. Donc là, la Commission fait paraître chaque année, à peu près à cette époque, des appels à projets. Il suffit de se connecter sur leur site et puis de repérer donc, sur les différents programmes, Erasmus+, un certain nombre de programmes, voilà, de repérer ce qui déjà dans vos établissements et services donc, est à l'œuvre. Et donc, vous vous inscrivez dans des thèmes. Vous allez chercher, par l'intermédiaire d'associations comme celle que je représente aujourd'hui, ou d'autres, des partenaires. Vous déposez des projets, et là, vous obtenez un certain nombre... Vous obtenez des budgets sur 3 ans, pas énormes. Donc, ce sont des budgets de 200 à 300 000 euros. Plus s'il y a vraiment un projet de recherche avec une université. Mais si vous travaillez entre établissements, vous obtenez des budgets de ce type qui vous permettent des rencontres, des échanges, et puis vous vous engagez sur un certain nombre de livrables, des programmes de formation des aidants, des programmes de pair-émulation. C'est toujours dans la même direction, hein, des outils pour favoriser l'empowerment, des outils pour favoriser l'application de cette fameuse convention internationale. Vous vous engagez à travailler avec un certain nombre de personnes en situation de handicap,
moitié homme, moitié femme. Bon, il y a des règles qu'il faut connaître, il y a une certaine rhétorique qu'il faut connaître, mais c'est relativement facile une fois qu'on en a la technique. C'est pas très compliqué. Et puis ça vous permet vraiment, c'est un levier vraiment de changement et c'est un levier d'accompagnement à des modifications de mode de management, car les thèmes qui ont été abordés ce matin sont des thèmes que, au niveau de ces projets de recherche, nous travaillons depuis plus de 15 ans. Cédric Routier. Je ne sais pas si ça répondra non plus à votre question tout à fait sur la question de l'accès, madame, mais je voulais signaler pour celles et ceux qui auraient la curiosité justement de vouloir aller voir ce que font nos voisins européens, que depuis cette année, et vraisemblablement ça va être reconduit, la CNSA propose la possibilité de répondre à un appel à projet. Et nos voisins européens, comment font-ils ? Qui a deux originalités. D'abord, vous permettre de proposer vous-même votre trajet, les différents pays dans lesquels vous souhaitez aller, les motifs pour lesquels vous y allez. Bref, c'est vraiment vous qui vous donnez votre lettre de mission et qui incite à s'y rendre dans des délégations tripartites, professionnelles, familles et ou personnes accompagnées, handicapées et chercheurs. Or, cette année, j'avais eu l'occasion et la chance de pouvoir aller faire un saut en Suisse avec deux des collègues dont je viens de parler, un représentant plutôt associatif et l'autre plutôt cet aspect direction, management, structure. Et en Suisse, une réponse parmi d'autres dans un canton, parce qu'évidemment, il faut spécifier tout ça avant de pouvoir faire des comparaisons éventuelles. Je crois, la question que vous posiez était que les organisations concernées, en l'occurrence l'établissement concerné, en lien avec à la fois cette attente de désinstitutionnalisation, puisque convention ratifiée, et puis souhait aussi de plus en plus d'avoir une inclusion en milieu, peut-être pas ordinaire comme on disait tout à l'heure, mais milieu social habituel et on va dire plus largement que dans le seul établissement. Donc ça, c'était une des attentes, un des impératifs qui s'imposait à la structure, l'établissement en question. Et d'autre part, des contraintes budgétaires aussi, qui étaient celles d'un canton plutôt bien doté, mais qui quand même mettait en place un outil de mesure, d'évaluation et puis quelque part d'établissement de budget et de conventionnement en fonction d'un taux de remplissage nécessaire et qu'il fallait maintenir, donc qui est un peu antithétique de l'idée de fermer l'établissement, ou alors c'est si vous n'avez pas le taux suffisamment, on le finira par le fermer, mais en tout cas, ça ne semble pas aller dans le sens d'une désinstitutionnalisation, et pourtant, une des réponses qu'eux avaient été amenés à mener, c'est de se dire, après tout, par rapport à ce dont on dispose déjà, on va conventionner aussi avec notre organisme étatique local et travailler avec des familles qui seraient intéressées pour ça, pour permettre d'avoir un accueil en termes d'hébergement extrêmement modulable, beaucoup plus souple, et qui, que ce soit sur des week-ends, sur une soirée, ou sur des temps donnés et autres, permettent à la fois de donner des solutions, parfois de répit, mais parfois aussi de souhait des personnes elles-mêmes qui n'existaient pas jusqu'à présent, et d'autre part aussi de continuer à l'absence d'une rupture qui pourrait donner lieu, c'était dans le cas du polyhandicap, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais qui pourrait donner lieu à des ruptures de parcours avec dégradation de compétences ou de capacités qui avaient pourtant été acquises au cours des premières années. Sachant qu'eux aussi pointaient, pour les cantons qu'on a visités, la difficulté vraiment du passage, en tout cas pour le polyhandicap, de l'enfance-adolescence à l'âge adulte, où là, paf, on avait cette transition qui se faisait très difficilement dans la mesure où un certain nombre de choses accessibles, disponibles et avec beaucoup de possibilités de soutien humain à domicile comme en établissement devenaient beaucoup plus difficiles à obtenir une fois qu'on passait à l'âge adulte et ça donnait lieu parfois à des difficultés que vous connaissez. D'autres interventions, des questions, des commentaires, des témoignages ? Oui, là-bas, il y a une question ici, oui, et il y en a une autre au fond alors. Alors je vais faire très vite s'il y a d'autres personnes. En fait, c'est bien, vous avez répondu en partie à une question que je ne posais pas, mais qui est quand même très intéressante, qui est de pouvoir rentrer dans les dispositifs des recherches avec les fonds européens. Ma question tenait tout à l'heure à l'accès dans les dispositifs qui ont été présentés en Grèce et par exemple en Estonie, parce qu'on voit bien qu'il y a des modèles très différents peut-être des accès à des modèles qui peuvent quand même ressembler à des choses qu'on fait aussi en France. Mais a priori, j'entends pas parler de MDPH, de notification, d'obligation à un moment donné. Voilà, il y avait aussi cette question dans les dispositifs que je posais. Et une autre qui m'intéresse, c'est comment sont financées dans les différents pays toute l'aide sociale, toute cette aide humaine qui est apportée. Parce qu'on voit bien qu'en France, là où il faut qu'on avance, c'est sur une évolution et un changement de société sur
finalement, comment on fait avec l'ensemble des citoyens qui sont, voilà, qui composent la société d'aujourd'hui. Et je trouve que nous, on a en France ce travail à faire. On n'est pas encore très, très au clair sur l'accueil, la prise en compte des besoins de chacun et des besoins différenciés. Hayden Emersley, donc sur l'accès au dispositif, notamment en Estonie et en Grèce. Je vais commencer d'abord pour la partie de financement, juste parce que tout simplement c'est un peu plus facile à répondre. Donc à savoir que c'est pas tellement le cas de la France, donc c'est peut-être pour ça que voilà, on peut pas tellement facilement comparer à la France. Mais les exemples que j'ai notés qui sont financés en grande partie par les fonds structurels européens, donc c'est les pays qui, étant donné oui, donc qui reçoivent beaucoup plus d'argent par personne que la France. Donc ils comptent beaucoup sur ça. Et justement, j'ai évoqué ces exemples parce que c'est en lutte justement pour que ces fonds soient utilisés pour ces mesures voilà, plus de prévention et de donner un alternative qui permet à la personne de choisir quelque chose qui n'est pas forcément une institution. Pour les directives, c'est plus difficile à répondre, donc je n'ai pas malheureusement la réponse concrète. Par contre, je profite aussi pour faire la publicité parce que toutes les informations que j'ai données font partie d'une nouvelle publication qu'on a fait en coopération avec INIL. Et on va le lancer le 6 mars. Donc, toutes les informations précises sont là-dedans. Et ça donne aussi la possibilité de poser la question concrète au service même. Donc, je suis désolé que je ne peux pas donner la réponse tout de suite, mais plutôt que de me tromper, je préfère vous diriger vers les autorités là-dessus. Nadia Haddad, je vous passe le micro. Pardon. Merci. Je voulais aussi juste dire qu'on fait partie aussi de ANET, c'est de Academic Network on Experts on Disability. Et on est pour le moment en train de faire une étude dans chaque pays sur la déinstitutionnalisation. Et le mois de juin, l'étude va être finalisée. Donc il va y avoir une fiche par chaque pays de 28 membres encore actuellement. Et là-dedans, il va aussi y avoir le budget et le type de financement et de quel ministère ça venait. Donc, ayez encore un peu de patience, on est en train de finaliser et ça va être publié le mois de juin. Il va y avoir un grand événement à Bruxelles là-dessus, mais vous pouvez retrouver ça tout sur le site de dot.com. Merci. Alors, je crois que nous avions une autre intervention au fond de la salle. Oui, merci d'avoir relevé la main. Le micro vous arrive et nous vous écoutons. Bonjour. Je me demandais comment le droit commun en termes de scolarité dans les autres pays s'organise pour scolariser les enfants et assez concrètement en fait. Assez concrètement. Bernadette Grosieux. Vous cherchez dans vos documents, attendez, je vous en prie. Alors, assez concrètement, ça veut dire qu'il faut rentrer dans des exemples précis, au niveau de territoires précis. Je dirais que je n'ai pas là la possibilité de vous citer des exemples concrets. Ce que je peux dire, c'est que par rapport à certains pays, on peut classer les différents pays en matière d'éducation. Il y a 3 approches. Il y a l'approche qui est comme la Suède, la Norvège, l'Italie, où là, il n'y a pas un seul enfant scolarisé en dehors du milieu ordinaire. Donc là, c'est clair. Il y a un deuxième modèle où on met la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et là, on considère que ces pays ont une approche double avec un système spécialisé et un système ordinaire. Et alors, dans l'article auquel je fais référence, il classait la France dans le 3e système, qui consistait à avoir un système multiple qui proposait un traitement ouvert avec des pratiques particulières qui pouvaient effectivement varier entre un système tout spécialisé et tout ordinaire, où là, il pouvait y avoir des passages et une certaine forme de souplesse.
Voilà ce que je peux dire sur les 3 systèmes. Cédric Routier. En sachant que si vous voulez plus de détails, vous trouverez cet article sur HAL, Archives ouvertes, puisque c'est un texte de Marcel Calvez, si je ne dis pas de bêtises, qui doit dater de 2018, fin d'année 2018, alors qui ne rentre pas complètement non plus dans le concret, effectivement, mais qui détaille assez bien quand même à un niveau d'organisation politique ce qui vient d'être résumé ici. Ce que je peux dire quand même, c'est que quand on cherche des exemples concrets, donc c'est vrai qu'aller se déplacer, voir les choses, comprendre comment les professionnels ont articulé leur travail est essentiel, mais de ma petite expérience, rien n'est reproductible immédiatement. C'est-à-dire que quand vous rentrez en France et que vous vous dites « il faut que je fasse la même chose », ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut reprendre les idées, retravailler avec les personnes, avec le contexte, et remettre son travail à l'ouvrage et réellement trouver la solution sur le terrain. Il n'y a pas réellement, je n'ai pas trouvé d'exemple concret, précis, qui soit transposable immédiatement d'un pays à un autre. Il faut se l'approprier et il faut le transformer et le mettre en œuvre sur son propre territoire avec les acteurs qui sont présents dans la politique du moment. Hayden Hammersley. Oui, je voulais aussi revenir à ce que vous avez dit aussi dans votre intervention, donc pour dire que au niveau de la France, dans ce cas-ci, la France, évidemment, n'est pas parmi les pires. Il faut savoir, si on voit la liste des pays avec la meilleure intégration scolaire, la France se trouve plus ou moins au milieu. Il y a Eurostat qui a fait une étude là-dessus, mais qui date maintenant de quelques années, donc je pense qu'ils vont refaire bientôt. Et oui, effectivement, dans ce type, le type 2 que vous avez mentionné, donc Belgique, l'Allemagne, etc., c'est des pays avec une tradition d'écoles spécialisées. Donc là, on voit forcément beaucoup plus d'enfants qui se trouvent dans des écoles à part. À savoir qu'un peu partout dans tous les pays de l'Europe, on voit heureusement une baisse du taux d'enfants qui sont dans ces écoles, mais ça reste quand même très élevé. Et une autre chose très intéressante, c'est que, comme vous savez tous, tous les pays maintenant, avec l'Irlande étant le dernier pays, ont ratifié la Convention des États-Unis relative aux droits des personnes handicapées et aussi l'Union européenne, ça c'est assez connu. Une chose intéressante, c'est qu'il y a, je ne sais pas si c'est très connu en France, mais à Bruxelles, il y a un système d'écoles européennes. Donc, c'est des écoles pour les fonctionnaires européens, enfin pour les enfants des fonctionnaires, évidemment, qui est parmi les écoles les moins inclusives qu'on a vues. Donc, c'est vraiment un système assez difficile à... Oui, donc c'est difficile d'intégrer les enfants ayant des handicaps, non seulement des handicaps intellectuels, mais aussi physiques, de s'intégrer dans ces écoles. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les parents sont incités à déplacer les enfants ailleurs. Ils subissent une sorte de pression de la part des directeurs. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que c'est assez étonnant, c'est pas très connu. Évidemment, c'est un pourcentage assez petit d'enfants quand on voit ça au niveau européen, mais c'est quand même intéressant à savoir quand on voit la volonté de l'Union européenne à intégrer les enfants en situation de handicap dans des écoles standards. Dernière intervention dans la salle. Bonjour, je m'occupe d'enfants en situation de polyhandicap. Alors, parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui. Je m'occupe d'enfants en situation de polyhandicap qui ont des problèmes de sommeil. Et je voulais savoir dans les autres pays comment que ça se passait, parce que vous parliez d'enlever les... Enfin, on parle depuis ce matin d'enlever les institutions. Je voulais savoir quels sont les relais dans les autres pays. Bernadette Grosieux, vous passez le micro. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de désinstitutionnalisation, on ne parle pas de supprimer ce qu'on appelle en France les institutions. En fait, il y a un vrai... comment dire, il faut faire... En fait, il y a une vraie précaution à avoir quand on emploie ce mot. Il peut y avoir des services de prise en charge à domicile qui sont effectivement très institutionnalisants et très enfermants.
La question de l'institution, c'est la question de la violence, c'est la question de la maltraitance. Mais dans les pays qui prônent la désinstitutionnalisation, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des lieux de prise en charge très rapprochés et très rapprochés et très importants dans la prise en charge au quotidien des familles et des enfants, dans des petites unités qui, quand c'est nécessaire, sont très médicalisées. Donc, encore une fois, la désinstitutionnalisation, c'est pas la suppression des lieux de prise en charge rapprochés. Ça, c'est extrêmement important. Et en matière de désinstitutionnalisation, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis vraiment ravie de voir que Enil va faire une publication sur la comparaison de tous les pays. Ça va être très, très important parce que, bien sûr, quand on travaille au niveau européen, on essaie de le faire. Et par exemple, vous voyez, en France, on signale qu'il y a 300 000 personnes qui vivent en institution. Alors, c'est 300 000 personnes, notamment pour la majeure partie en situation de handicap mental. Et quand, en fait, on connaît le terrain, on voit bien que sur ces 300 000 personnes, il y a des CESAD, il y a des SAMSA, il y a des services de prise en charge à domicile. Et comme ces services sont portés par des institutions, on parle de personnes qui vivent en institution. Donc là, il y a des biais dont il faut se méfier quand on parle de la désinstitutionnalisation. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Cédric, Nadia Haddad, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, je vous passe le micro. Le fait de parler de déinstitutionnalisation, c'est vraiment, on parle de services collectifs qui sont liés à des murs. Quand on parle de désinstitutionnalisation, on parle effectivement, je ne suis pas tout à fait de même avis, on parle du fait que le service doit être personnalisé. Donc ce n'est pas un groupe, on ne partage pas les assistants, on ne partage pas les services. Ça doit suivre la personne, ses besoins spécifiques. Si on a des enfants qui ont des maladies ou qui ont de dépendance très lourde, il faut leur service adéquat. Ça peut être au sein de leur famille. S'ils n'ont plus de famille, alors ils sont des orphelins comme les autres orphelins. Il y aura d'office des entités qui vont les prendre en charge. Personne ne dit qu'ils vont être mis à l'abri. Quand on regarde la situation en Suède, en Norvège, en Danemark, en Angleterre, ils ont abandonné personne, aucun enfant, même les gens avec l'indépendance la plus lourde. Mais les services ont suivi la personne. Et ce n'est plus entre les murs et ce n'est plus d'une manière collective. C'est ça l'objectif principal de la déinstitutionnalisation. Et que ce soit au sein de la communauté. Cédric Routier, l'inclusion se réussira sur le terrain et vous êtes confiant à ce titre-là quant à l'implication des professionnels et de leurs organisations. Prenez le micro. Le temps de récupérer le micro me permettait de réfléchir à ma réponse. Oui, je suis confiant, mais je suis d'autant plus confiant que ce que je vois sur le terrain, ce sont des professionnels qui dialoguent régulièrement avec les personnes qu'ils accompagnent, avec lesquels ils travaillent et qui sont préoccupés, mais dans un sens tout à fait noble du terme, des questions qu'on est en train de poser. Et ils le sont, je dirais, de manière pratico-pratique, comme une partie des questions qu'on nous a posées ici le souligne. Donc là-dessus, oui. D'autre part, il y a quelques moments où on se dit, tiens, oui, par exemple, on affirme la question désormais de l'accès au droit de vote pour toutes et tous, à un niveau national, et c'est une volonté qui est portée politique, donc ça semble être un signe intéressant. Et en même temps, sur le terrain, confère la discussion du Café Citoyen où je participais ce matin, il reste quand même beaucoup de choses à déplacer. Et il me semble, encore une fois, que le fait qu'il y ait ces dialogues entre des professionnels, des encadrements et des personnes elles-mêmes qui affirment un peu plus, y compris grâce au soutien dans leur autodétermination par ces mêmes professionnels, ce qu'elles souhaitent pour elles-mêmes et comment elles le souhaitent, ça déplace aussi parfois la conception des familles et puis d'autres acteurs. Et c'est aussi là-dessus qu'il y a des chantiers, dans la mesure où, encore une fois, continuer à considérer que le handicap, c'est l'affaire soit des professionnels qui travaillent, soit des personnes elles-mêmes. Parce que, comme on le disait ce midi, tout le monde se dit « je vais vieillir un jour », donc on se sent concerné, mais le handicap, ça ne m'arrivera jamais, donc ce n'est pas mon problème. C'est aussi là-dessus qu'il y a nécessité de travailler. Et ça ne peut pas se faire que dans nos milieux spécialisés, malheureusement. Donc c'est peut-être là-dessus où je suis un peu plus à me dire qu'il
il y a du boulot également de sensibilisation. Merci à vous quatre et je vous propose...